Bonjour à vous tous, bienvenue dans dans cette nouvelle formation. Donc là, ce qu'on va regarder un petit peu, c'est les adresses MAC et la commutation. Alors, je vais vous mettre le PowerPoint. Alors, je vais vous mettre le PowerPoint et comme ça, voilà, je modifie ici et c'est parti. Alors, donc, ce qu'on va voir, donc, l'adressage MAC et la commutation de trame. Donc, une trame Ethernet. En fait, les trames Ethernet, c'est ce qui est diffusé dans votre réseau privé, en fait, dans le LAN. Hein. Donc, on est d'accord. Par contre, la trame Ethernet ne passe pas sur Internet. C'est une trame Ethernet, pas Internet. Hein. Donc, une transmission entre deux postes de fichiers de plusieurs mégas ne doit pas monopoliser la bande passante pendant tout l'échange. Ben oui, sinon vous bloquez obligatoirement toute la transmission. Hein. Imaginez que il y a une personne qui sur votre réseau qui veut envoyer un fichier de 2 gigas à une autre personne, et imaginez que tout le réseau se fige pendant le transfert, ça serait pas génial. Donc c'est pour ça que la trame Ethernet a été mise au point. En fait, la trame Ethernet, elle a une taille bien définie et qui est assez petite. Et donc entre chaque trame, tout le monde peut envoyer sa propre trame. Donc en fait, on dispatche les trames, chaque ordinateur peut envoyer sa propre trame et voilà, et donc la bande passante va se réduire de façon harmonieuse pour que chacun puisse en profiter. Donc sur un réseau, la taille d'un message échangé est limitée. Donc en fait, il faut pas qu'il soit trop petit ni trop grand. Donc la taille est calculée pour être à l'idéal en fait. Donc le fichier échangé sera découpé en plusieurs petits messages différents dont la taille n'excédera jamais la taille maximum. En fait, imaginez que votre fichier d'1 giga soit tronçonné dans de milliers de petits fichiers d'1 méga. Avec, au niveau du tronçonnage, bien sûr, on met l'ordre pour qu'après il soit bien reconstitué. Donc on va envoyer le premier message sur 1000, le deuxième sur 1000, le troisième sur 1000, le quatrième sur 1000. Le récepteur, lui, il récupère dans l'ordre ou le désordre, puisque sur Ethernet, il n'y a pas de notion de priorité. L'essentiel, c'est que ça arrive. Donc priorité dans les paquets. Dans l'ordre des paquets. Donc c'est pas obligatoirement le premier qui arrive avant le deuxième. Ça peut des fois le troisième va arriver avant le second pour des raisons XY de routage, de route prise, de voilà. Donc ça c'est pas un problème. Une fois que le récepteur récupère l'ensemble des messages, eh ben il les remet dans l'ordre. Il les remet dans l'ordre et donc à la fin votre fichier va bien. Et si jamais il y a un de ces morceaux découpés qui n'arrive pas, le récepteur annonce à l'émetteur, j'ai pas reçu ton paquet 15 sur 100. Donc l'émetteur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il renvoie le paquet 15 sur 100. Et une fois que le récepteur dit ok, j'ai l'intégralité des 100 paquets, eh ben, il reconstruit le message d'origine. Voilà. Donc cette unité de transfert s'appelle une trame en fait. Donc chaque trame comporte une en-tête. La taille maximum d'une trame échangée sur Internet est de 1514 octets. La taille utile sans le préambule. On verra ce que c'est le préambule. La taille minimum pour Internet à 1 gigabit seconde est de 64 octets. La taille maximum d'une trame que l'on peut transmettre sur un réseau s'appelle le MTU, Maximum Transfer Unit. Alors après, ça peut être modifié en fonction du réseau, hein, mais bon, globalement, restez sur ces chiffres. Le récepteur doit reconstituer le message d'origine à partir de toutes les trames. C'est ce que je viens de vous dire. Alors, on va regarder une trame. Alors, le préambule, lui, c'est quoi? En fait, c'est une salve de fréquences qui est envoyée et qui ne sert qu'à nettoyer la ligne. En fait, à l'intérieur de ce préambule, il n'y a rien d'intéressant. C'est juste, on fait varier l'intensité du signal en mettant des 0 et des 1, hein, donc le signal électrique il va varier, et en fait il sert à nettoyer et annoncer, quand je dis nettoyer, c'est au cas où il y a des parasites en fonction de l'emplacement où est le câble. En fait, c'est ici imagé quand je dis nettoyer, c'est assez imagé, mais ça va surtout avertir les autres qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver.
Donc pour ça que c'est un petit peu comme la voiture balai qui est devant au lieu d'être derrière et qui annonce la couleur. Après on a un code correcteur d'erreur qui suit. Et les plus importants, vous voyez, vous avez adresse de destination, alors adresse MAC, hein, donc l'adresse de la carte physique, l'adresse source, la longueur du paquet qui va suivre, les datas, et à la fin, la séquence de contrôle pour qui dit, là c'est en fait dans la queue, dans le trailer, en fait qui permet au récepteur de se dire est-ce que le message a été altéré. Si lui, quand il va recalculer la séquence de contrôle, il ne trouve pas la même séquence de contrôle qui lui a été envoyée, alors ça peut être des bits de parité, ça peut être un peu plus compliqué, il va redemander de recevoir le message. Alors, ici, regardez bien, vous avez adresse de destination en premier et adresse source en second. D'après vous, pourquoi l'adresse de destination est mise en premier ? Et par rapport à l'adresse source, après tout, on pourrait dire c'est moi qui t'écris. Là, en fait, on envoie l'adresse destination. Ben en fait, c'est simple. Pourquoi on fait ça ? C'est pour des raisons de rapidité. Chaque ordinateur ou l'ordinateur, selon si vous passez par un hub ou des switches, va lire le message pour bien être sûr à qui il est, le message à qui il lui appartient. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus simple pour la carte réseau de travailler que sur cette partie plutôt que sur toute la partie avec adresse destination, adresse source. Imaginez que ce soit inversé. Il faudrait qu'il capte tous les octets, tous les bits avant, et pour venir se focaliser sur cette zone-là. Donc, c'est pour ça que, pour savoir si c'est pour lui, c'est pour ça qu'on va le mettre au plus tôt des paquets envoyés, au début du paquet, comme ça, de suite la carte réseau, les cartes réseau, les périphériques qui sont au milieu de toute votre intercommunication, de tout votre système de communication, vont pouvoir traiter beaucoup plus rapidement la demande. Donc ils vont savoir si c'est pour eux ou si c'est pas pour eux, mais ils vont le faire de suite. Vous avez donc la destination, l'adresse source, la longueur, les données et la séquence de contrôle. Voilà, ça c'est le format d'une trame Ethernet classique. Voilà, premier élément d'explication. Donc la longueur utile est constituée par l'entête et les données. Hein. Donc le préambule permet de synchroniser les horloges des interfaces réseau. Il n'est pas lu par l'interface réseau. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis ça sert à nettoyer un petit peu, ça sert à nettoyer, à préparer. La transmission Ethernet est donc une transmission synchrone. Le FSC ou le CRC permet de contrôler qu'une trame est valide. Le calcul est effectué par l'interface. Si l'adresse de destination correspond et si la trame est correcte, alors elle est prise en compte. Le FFC est une information logique permettant de vérifier le bon fonctionnement de l'électronique. Alors, une adresse MAC. Donc, une carte lit les messages qui lui sont adressés. Elle ne lit que ceux-là. Elle ne va pas s'amuser à lire tous les autres messages, on est d'accord. Hein. Ceci implique deux choses. La carte a une adresse et les trames contiennent cette adresse. Voilà, c'est normal. Vous ne pouvez pas envoyer quelque chose à quelqu'un que vous ne connaissez pas a priori. Donc là, la carte, elle a cette adresse. Et les trames qui lui sont destinées contiennent cette même adresse. Alors, vous allez voir que ça va soulever quelques interrogations, parce qu'un ordinateur que vous branchez sur votre réseau, comment est-il connu ? Ben, en fait, vous allez voir qu'il y a d'autres mécanismes derrière qui permettent de résoudre l'adresse, d'affecter une adresse logique, une adresse IP à cette carte, malgré que la carte n'ait rien au départ. Ça, c'est ça, les serveurs DHCP. Et après, il y a des mécanismes de résolution qui vont faire, en fait, le lien entre l'adresse MAC et l'adresse IP. Donc, cette adresse est appelée une adresse MAC pour Media Access Control. Alors, voici le format d'une adresse MAC. Alors, vous voyez, c'est tout petit. Et vous voyez que là, cette zone, c'est la zone du vendeur. Donc, on va le regarder ensemble. Donc, une adresse MAC, c'est 48 bits, hein, pas plus ni moins. Les 24 premiers identifient généralement le constructeur de la carte. Donc, c'est la zone OUI, Organizational Unique Identifier. C'est un identifiant sur 3 octets qui est attribué par l'IE, un organisme international de normalisation. C'est-à-dire que si vous achetez du matériel Dell, il va y avoir sur les cartes réseau Dell un identifiant ici qui va dire quel est le fabricant. Donc vous voyez les 48, il y a 24 bits qui sont
qui sont consommés juste pour identifier le fabricant. Mais en fait, le pire, c'est qu'il n'y a que 24 bits qui, ces 24 bits-là identifient la carte chez ce fabricant. Alors, le souci, c'est que, en fait, si vous voulez, ça fait très très peu pour coder. Imaginons là, Dell code ses chiffres à lui, code son code, enfin, met son code ici. Et en fait, il a très très peu de place pour coder le numéro de cette carte. Et en fait, ce qui risque de se produire, et ce qui se produit, c'est que là, il n'y ait pas une carte qui a été vendue il y a 10 ans, 10 ans plus tard, quel numéro mettre? Vous voyez, en fait, la consommation des numéros de la zone vendeur va être saturée. Alors, après, il pourrait se dire, bon, au bout de 10 ans, mes cartes réseau, elles sont cuites, donc il y en aura d'autres. Donc, il est fort peu probable qu'elles se retrouvent dans le même LAN. Parce qu'on est bien d'accord, si vous avez deux machines qui ont la même adresse MAC, qui sont dans le même LAN, ça va planter. Et puis ça plante sévère, et en plus, comme c'est un cas qui ne se produit que exceptionnellement, ou qui n'est censé ne jamais se produire, ce serait un coup de pas de bol, on imagine. Donc, il n'y a pas de message très clair d'erreur. Alors, que font les fabricants de cartes? Eux, ce qu'ils vont faire, ils vont dupliquer, ils vont donner les mêmes numéros. Donc, il va y avoir des cartes avec une adresse MAC, il va y en avoir plusieurs identiques. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un paquet pour un pays, l'autre paquet pour un autre pays, et ainsi de suite, en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas en se disant, si je vends mes ordinateurs en Allemagne, cette série elle part en Allemagne, cette série elle part en France, ça ne devrait pas poser problème qu'il y ait les cartes MAC identiques, mais elles sont pas dans le même pays. Figurez-vous que ça arrive. Ça m'est personnellement arrivé, du matériel qui est arrivé, et au dispatch, ça a un peu merdé, et au lieu de séparer, ils ont regroupé. Moralité, je me suis retrouvé avec un ordinateur qui avait la même adresse MAC qu'un autre. Et là encore, où le coup de pas de chance, c'est qu'ils étaient dans le même LAN. On est bien d'accord, c'est que si votre ordinateur, il suffit que dans votre petit réseau privé, toutes les adresses MAC soient différentes. Quand vous achetez 200 ordinateurs, vous retrouvez, vous installez, et puis un sacré pataquès. Et pour trouver d'où ça vient, je vous garantis que c'est assez cocasse. Mais bon, on est d'accord, cette chose n'est pas censée arriver, donc ça devrait pas arriver. Mais bon, ce qui est pas censé arriver, des fois arrive. Sachez aussi que de façon logicielle, sur les systèmes Linux ou même sur des systèmes Windows, vous pouvez dupliquer le même numéro de carte. Alors, pour vous amuser, vous pouvez très bien faire une machine virtuelle, et avec VMware, il va appliquer une adresse MAC virtuelle à la machine virtuelle. Amusez-vous, recréez une deuxième machine et recopiez l'adresse MAC de la première. Et vous allez voir, c'est assez cocasse. Voilà, je fais confiance à votre esprit technique, pratique et de curiosité pour les tester. Et vous allez voir, c'est assez cocasse. Les 24 derniers bits identifient la carte chez le constructeur. Donc le code constructeur, et ici cette carte chez ce constructeur. L'adresse est généralement donnée sous forme de 6 octets hexadécimales. Alors, le premier octet a un rôle déterminant. Donc, une adresse MAC dont le premier octet est impair, j'ai fait une petite faute, est une adresse du groupe multicast ou broadcast. Exemple 01, 03 ou 05. Une adresse dont le premier octet est pair est une adresse unicast. L'adresse MAC fixée par le constructeur, appelée adresse universelle, peut être modifiée. Dans ce cas, on l'appelle adresse locale et le second bit est à 1. Alors, on va regarder un petit peu à quoi ça sert. Donc, ça peut être changé. Donc, on va regarder à quoi ça peut servir. Quand les 48 bits sont à 1, il s'agit d'une adresse de diffusion. Ça, c'est du broadcast. Donc là, tous les appareils vont recevoir l'information.
adresse MAC unicast. Donc, on trouve toujours une adresse unicast dans l'adresse source de l'entête de la trame. On est bien d'accord, hein, je repars sur la trame. Hein. Donc, on n'est pas sur le... Oui, attention, hein, on n'est pas sur l'écriture physique on n'est pas sur l'écriture physique dans la carte réseau, on est d'accord, hein. Je suis dans la trame et moi j'envoie. Et je peux envoyer, donc si je reviens précédent, hop, je refais ici. Désolé, j'ai une partie de l'écran que vous voyez pas vous, mais qui est prise par le bas de l'écran, il est pris par mon logiciel de visio d'enregistrement et je peux pas le déplacer. Donc je suis obligé de passer par la souris. Toute la zone en bas est consommée. Voilà, c'est ici, hein, je parle, c'est l'adresse de destination. Hein. On est d'accord, je ne parle pas, là, je ne parlais pas de l'adresse de la carte elle-même. Donc ici, c'est en destination, là, vous mettez que l'équivalent de FFF, donc vous retrouverez cette adresse, ça veut dire qu'en fait, vous envoyez cette trame à tous les ordinateurs du réseau. Tous vont l'écouter. Si ici vous mettez de l'unicast, ça va être une adresse qui est destinée à un ordinateur. Si c'est du multicast, c'est pour un groupe d'ordinateurs, c'est un groupe multicast, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une partie des ordinateurs qui vont être dans un groupe multicast et tous recevront le paquet, tous le liront. Voilà, donc on est d'accord, on est ici. Hein. Je n'étais plus dans la conception de l'adresse MAC au niveau de la carte. Voilà, ça je vous parlais de la carte, c'est pour ça que je préfère repréciser. Pardon. Donc, on va regarder ici. Donc, quand vous avez, quand les 48 bits sont à 1 de l'adresse MAC, ça veut dire qu'on diffuse à tout le monde. C'est du broadcast, c'est-à-dire que tous les ordinateurs vont lire le paquet. Alors, c'est une information, ça peut être une information pour savoir, je sais pas, il faudrait que je vous trouve un exemple parlant. Donc, sur votre ordinateur, vous envoyez, il envoie du broadcast, c'est pour se signaler à tout le monde, par exemple. Donc il vient d'arriver, il vient d'être sur le réseau, et du coup, il dit à tout le monde, coucou, je suis là, et voici, puisque vous avez l'adresse source, voici mon adresse MAC. Vous voyez, ça peut être servi aussi par les serveurs DHCP qui vont donner une adresse IP à un ordinateur. Eh ben, ils le connaissent pas a priori, puisqu'ils viennent de demander, l'ordinateur vient de brancher, il dit, oh, je suis là, je suis tout seul, envoyez-moi quelque chose. Et donc là, on va envoyer le broadcast pour l'adresse MAC. Alors, l'unicast, donc c'est de 1 à 1, donc là on met l'adresse pile de l'expéditeur, enfin du destinataire à l'intérieur. Le multicast, c'est ce que je vous disais, c'est une adresse de groupe, hein, donc ça envoie une trame à un groupe d'interface réseau. Voilà. Le broadcast, donc c'est tout le monde, hein, comme je vous disais, donc se trouve toujours à l'adresse destination. Et jamais dans l'adresse source, hein. Ça c'est normal. Voilà, alors, je vous reparle encore du hub, hein, mais on est d'accord que le hub, vous avez quasiment, bon, pas de chance d'en trouver. Mais pourquoi j'aime bien illustrer, ça va me permettre d'illustrer un petit peu ce que c'était les collisions. Voilà, mais après on est d'accord, hein, ça, vous prenez pas la tête avec les hubs, les concentrateurs, ça n'existe plus. Donc l'adresse MAC ne permet pas à un concentrateur de localiser un poste sur le réseau. En fait, puisque le hub, je vous le rappelle, le but c'est d'envoyer à tout le monde. Donc il n'a pas d'équivalent d'un facteur sur le réseau qui à la lecture d'une adresse sait où se situe le poste. Il ne le sait pas lui, il envoie à tous les ports connectés. Donc quand un poste émet une trame sur le réseau destinée à un autre poste, cette trame contient l'adresse du destinataire. Le déconcentrateur répète cette trame à tous les ports occupés sauf celui qui a émis la trame. Chaque interface réseau est à l'écoute du câble et détecte donc la présence d'une trame. Et chaque carte réseau lit au moins l'adresse du destinataire. Si cette adresse est égale à la sienne, elle lit la totalité de la trame, sinon elle détruit la trame. Le concentrateur est un matériel de couche physique 1 car il ne sait pas interpréter les éléments logiques, comme l'adresse MAC par exemple. Donc, le principe utilisé par le concentrateur est celui de la diffusion.
le poste émetteur ne sait pas où se trouve le récepteur. Le récepteur connaît son adresse à condition que la trame lui parvienne. Donc, pour être sûr que la trame arrive au destinataire, on l'envoie à toutes les interfaces réseau connectées. Donc, l'exemple, voilà, j'envoie la trame, et là, vous voyez, tous les ordinateurs vont recevoir, puisque là, on est sur un hub. Tout le monde va la recevoir, sauf celui qui l'a émis. Voilà le mode de fonctionnement. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est quand il y a une collision. Donc, regardez bien. Là, les deux ordinateurs, voilà, les deux ordinateurs ont envoyé la trame. Vous avez entendu, ça a fait un boom parce qu'à l'intérieur, ce message va être renvoyé, celui-là aussi, et puis arrivé au milieu, ça fait boom. Voilà. Et donc, les domaines de collision, ça fait boom partout. Voilà. Donc, ça, quand ça tape comme ça, quand il y a le boom, on appelle ça un domaine de collision. Donc l'ensemble des cartes réseau dont l'émission concurrente peut provoquer une collision, c'est appelé un domaine de collision. Donc voilà, domaine de collision, c'est à l'endroit où tout le monde peut avoir le problème. Donc un domaine, un autre domaine, vous voyez, en plus ils sont liés, donc par cascade, c'est tout le monde tout le monde fait partie du domaine de collision. Donc, la méthode d'accès organise l'utilisation par les postes du média commun de communication. Donc, vous avez vu, c'est le chaos quand il y a ces collisions. Donc, la méthode d'accès d'Ethernet, c'est CSMA-CD. Quand on dit méthode d'accès, c'est une méthode d'accès d'un poste à un autre. Ça veut dire carrier sense, multiple access, collision, détection. Donc en fait, le carrier sense, lui, il écoute la porteuse. Vous vous rappelez ce petit préambule qui est envoyé là pour nettoyer. Donc il écoute toujours ça. Multiple access, plusieurs stations, machines peuvent émettre simultanément avec un risque de collision. Mais on va le gérer. Donc on y va. On gère le chaos avec Ethernet. Et là, on a aussi la partie de détection de la collision. Donc, détection des erreurs de collision et traitement en envoyant un jamming. C'est un signal de renforcement de la collision. C'est-à-dire que quand il y a une collision, quand elle va être détectée et que le signal va être réenvoyé, il va être réamplifié. Et donc, comme ça, tout le monde va s'apercevoir que il y a eu une collision. Donc, on parle de méthode à contention, donc du latin, contentio, lutte, conflit. Alors, principe du CMA-CD, donc là j'ai recopié du Wikipédia. Si une station veut émettre, elle écoute le réseau pour savoir s'il y a une autre émission en cours, présence ou non de la porteuse. Si oui, elle attend, sinon elle émet. La station émet pendant un minimum de temps, supérieur au temps maximal d'aller-retour des données entre deux stations. Ben oui, parce que vous avez du câble, votre signal électrique il parcourt le câble à une vitesse donnée, donc ça, vous pouvez trouver la capacité du câble, et donc en fait, dès que on émet, souvent ce qui se passe, c'est que les premières impulsions électriques sont arrivées, alors que les dernières impulsions électriques ne sont pas encore parties de la carte réseau. Donc vous voyez, la carte réseau du premier ordinateur qui veut parler commence à envoyer. Je vous rappelle, il y a 1500 et quelques octets envoyés. Le signal électrique se fait, commence à partir sur le câble à fond, arrive à l'autre bout, et on n'a pas encore fini. Et imaginez que quelqu'un va émettre, une autre personne va émettre, le signal électrique va repartir, et boum, vous avez donc la collision entre ce qui n'est pas encore arrivé et ce qui vient de partir. Voilà, vous venez de comprendre, enfin j'espère, le principe de la collision. Donc si une collision a lieu, les deux machines interrompent leur communication et attendent un délai aléatoire, déterminé par un algorithme de Beckhoff. Puis la première ayant passé ce délai peut alors réémettre. Donc on imagine, c'est un compte à rebours, il y a eu collision, la machine A sait qu'elle est rentrée en collision avec une autre trame, elle va mettre en place son compteur, par exemple il va démarrer à 5, il va aller jusqu'à 0. La deuxième machine va se rendre compte aussi qu'il y a une collision, elle va mettre en place un compteur avec un nombre aléatoire, qui peut être par exemple 10, et elle va commencer à décrémenter, et elle décrémente tous avec le même rythme. Donc on est d'accord, la machine A, elle sait que elle peut renvoyer. Mais imaginez qu'entre-temps, il y en a une autre station qui, elle, n'a pas mis en place le compteur et qui se met à émettre. Et bien, on recommence de nouveau à 0 parce qu'il y a de nouveau une collision. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand il y a trop de machines branchées sur les hubs, en fait, on passe plus de temps à réémettre, à calculer qu'à émettre des données essentielles. Et donc maintenant, vous comprenez pourquoi
on a inventé les switches. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien parler du hub, c'est pour vous dire pourquoi la suite arrive en fait. La suite arrive pour pallier à ce genre de problème. Donc si le nombre de collisions dépasse un certain seuil, généralement 16, on considère qu'il y a une erreur fatale et l'émission s'interrompt avec la condition excessive collision. Alors, pour détecter la collision, donc c'est simple, hein, toute collision qui se produit pendant que l'interface émet une trame est considérée par l'interface comme étant produite par elle. Cela implique l'écoute du câble pendant l'émission. C'est pour ça que vous avez du RX et du TX sur les câbles. Cela implique aussi une durée minimum d'émission qui va déterminer la longueur maximale du câble. Cette durée, donc c'est ce que je voudrais expliquer, hein, de sa part, mais le câble, lui, plus il est court, plus ça arrive vite dans l'autre machine avant que tout soit parti. Voilà, donc ou dans le switch ou autre chose. Donc voilà, il faut des câbles qui sont relativement longs. Cette durée, relativement longue, il faut pas qu'ils soient trop courts en fait. Cette durée minimum est égale au temps d'aller-retour d'une trame courte, 64 octets, entre deux points les plus éloignés du réseau. Donc là, c'est ce qu'on appelle le round trip délai. Ce temps dépend du débit du réseau. Le RTP implique une longueur maximum pour un réseau. Si cette longueur n'est pas respectée, la collision ne peut pas être détectée. Cette longueur dépend de la technologie réseau utilisée. Donc ça, c'est super intéressant pour ceux qui sont curieux d'entre vous. Renseignez-vous sur le jamming, renseignez-vous sur le round trip delay. Vous allez apprendre plein de choses entre la longueur du câble et tout, la capacité du réseau. Donc il y a plusieurs paramètres, hein. La capacité, la vitesse du réseau et la longueur des câbles. Et vous allez vous apercevoir de choses très très surprenantes. Remarque, donc une technologie qui évite la collision lève de fait la contrainte de longueur maximum. Voilà. Collision half duplex, donc la détection de collision oblige l'interface réseau à écouter le média pendant l'émission d'une trame. Une interface réseau a deux circuits, un circuit pour l'émission et un circuit pour la réception. Pendant l'émission sur TX, le circuit de réception RX est monopolisé par la détection de collision. Puisque je vous rappelle, c'est réamplifié, c'est envoyé à tout le monde. Donc la carte, elle se dit, merde, elle va recevoir un truc, elle dit, merde, il y a une collision. Donc on ne peut pas recevoir et émettre en même temps avec cette méthode d'accès. C'est pour ça que c'est du half duplex. On ne peut pas utiliser en fait les deux canons. La transmission à l'Ethernet de base est donc half duplex. Le commutateur ne fait pas de diffusion. Donc là on passe sur le commutateur, donc on est sur les switches. Ne fait pas de diffusion. Lorsqu'il reçoit un message, il lit l'adresse MAC destinataire, il inspecte chacun de ses ports pour déterminer où est connecté le poste destinataire et réémet le message seulement vers celui-ci. Donc du coup, on évite beaucoup de collisions. Le commutateur est un matériel traitant les éléments logiques comme les adresses MAC unicast de l'un à l'un. Alors, les commutateurs, au début, ils embarquent, ils sont plus de niveau 1, ils sont de niveau 2, et ils embarquent un petit peu de la mémoire, de l'intelligence. Donc en fait ils étaient chers parce que la technologie n'était pas capable de fournir au tout début, quand il y avait les hubs, c'est que la technologie n'était pas capable de fournir des éléments comme les switches, hein, pour que suffisamment rapides. Donc dites-vous qu'en général les mémoires les plus rapides sont d'abord testées dans ce type de matériel, c'est-à-dire que la DDR4 existait depuis longtemps dans les switches. Et donc au début c'était assez cher, donc les gens continuaient avec les hubs. Mais bon, après ils se sont rendus compte que c'était trop gênant. Alors après, des fois ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient des switches pour fractionner des réseaux qui avaient des hubs. C'est-à-dire que dans une salle ils mettaient le hub, dans une autre salle ils mettaient un autre hub, et après entre les deux ils mettaient un switch. Comme ça au moins il y avait une partie du trafic de la salle 1 n'allait pas sur la salle 2, elle restait à l'intérieur. Si elle devait pas sortir. Donc, avant que les commutateurs, on trouvait des ponts, ce qu'on appelle des bridges, c'est ce que je viens de vous expliquer, en fait, globalement. Là, si on a une collision, donc là, il envoie, le port la machine se trouve sur le 8e port, c'est moi. Donc là, vous voyez, pas de collision. Le seul endroit où vous pouvez avoir des collisions, c'est ça sort d'ici, et en même temps, ça sort d'ici. Et là, boum, ça pète. Mais vous voyez, vous impactez pas le reste du réseau. C'est juste ici. Et là, après, la gestion du chaos est vite faite, en fait. Alors, commutation par l'adresse MAC destinataire. Donc, lorsqu'il reçoit un message, le destinataire, il lit l'adresse MAC destinataire, inspecte chacun de ses... Pardon, c'est le switch. Lorsqu'il reçoit un message, il lit l'adresse MAC du destinataire, il inspecte chacun de ses ports pour déterminer où est connecté le poste, et il réémet directement que vers celui-ci.
Donc, le commutateur est un matériel traitant des éléments logiques comme les adresses MAC unicast. Et là, je suis en train de vous refaire de nouveau, pardon, voilà. Je sais pas pourquoi cette diapo a été dupliquée. Le commutateur utilise les tables MAC-port pour gérer les échanges. Donc, à l'intérieur du commutateur, on est d'accord, il y a une zone mémoire où il va affecter à chacun. Donc, il le fait par auto-apprentissage. Il voit passer les trames, il les analyse et il regarde qui est où. Voilà. Et donc, vous n'avez pas besoin de saisir en disant tel ordinateur est sur ce port-là. On est d'accord, hein, ça se fait automatique. Donc, on associe à chaque port la liste d'adresses MAC connectées à ce port. Alors, regardez bien, on associe à ce port la liste des adresses MAC connectées à ce port. C'est-à-dire que vous avez un port, il n'y a pas obligatoirement qu'une et une seule machine à l'autre bout. Où il peut y en avoir plusieurs machines qui utilisent le même port. Alors vous allez vous dire c'est assez bizarre. Ben ouais, par exemple, imaginez que sur un port vous mettez une borne Wi-Fi. Tous les ordinateurs qui sont connectés à cette borne Wi-Fi passent par ce port-là. D'accord ? Cette table, je suis désolé pour la faute, est mise à jour par apprentissage. L'adresse MAC source de la trame est utilisée pour mettre à jour la table MAC port. Voilà. Vous émettez, il y a l'adresse source. L'adresse source, on voit que c'est sur ce port-là. Le switch, il le voit. Il va mettre à jour sa table. Et cette table se met à jour très régulièrement. Hein. L'adresse MAC et destination de la trame est utilisée pour commuter la trame sur le bon port. Donc, les commutateurs utilisent les tables MAC port. Donc voilà, l'apprentissage. Et encore, c'est dupliqué. Décidément, ça me fait une drôle de blague, ça. Traitement d'une trame de diffusion, donc par le broadcast. Donc c'est FFFFFF, donc un hexa, sinon c'est 1 partout. Donc ça fait 48 bits à 1. En anglais, on parle d'adresse de broadcast. Les commutateurs diffusent à toutes les interfaces réseau connectées et à tous les matériels connectés et à ces ports, toutes les trames, à tout le monde, la trame de diffusion. Donc c'est normal, c'est le boulot. Donc là, par contre, dans ce cas-là, votre switch il se transformerait presque en hub. Attention, une chose, c'est que les trames de diffusion ne passent pas sur Internet, c'est-à-dire qu'elles ne franchissent pas le routeur. Hein. Donc ça reste à l'intérieur de votre LAN. L'ensemble des cartes réseau lise la trame de diffusion, qui lise la trame de diffusion, s'appelle un domaine de diffusion, ce qu'on appelle le domaine de broadcast. Alors, le commutateur a deux modes de fonctionnement, on the fly, à la volée, ou Cutthroat, c'est le système Cisco. Comme il l'appelle chez Cisco, il l'appelle comme ceci, ou Store and Forward. Alors, les commutateurs Store and Forward gèrent une file d'attente et ne transmettent que les trames valides. Donc en fait, chaque fois qu'une trame dans le Store and Forward, le système Store and Forward arrive, toutes les trames sont contrôlées et ne sont envoyées que si elles sont valides. Donc ça évite qu'il y ait des erreurs. Quand vous êtes on the fly, lui à la volée, il calcule rien, il va aller vite, donc il envoie de suite. Hein. C'est globalement, tous fonctionnent en on the fly. Hein. Donc ils peuvent transmettre une trame erronée. Et dans ce cas-là, ça se réglera avec une réexpédition, puisque c'est la carte réseau qui va se rendre compte du destinataire que c'est foireux, donc il va redemander la nouvelle à l'émetteur. Alors, avant de réémettre, un commutateur vérifie que les liaisons RX sont libres, donc il évite ainsi la collision. Dans un environnement entièrement commuté, c'est-à-dire sans concentrateur ou répéteur, il ne peut se produire de collision quand tout est commuté. On peut donc, dans ce cas, désactiver la détection de collision et travailler en full duplex. À ce stade, alors full duplex, bien sûr, vous irez vite. À ce stade, nous avons vu les éléments technologiques de base pour communiquer entre postes dans un réseau. Mais ces éléments ne sont pas suffisants pour envisager la commutation entre postes et partout dans le monde. Je vous ai dit, hein, l'Ethernet ne sert que pour votre réseau LAN. Donc après, il faut travailler sur Internet. Donc pour cela, il faut au-dessus de cette base technologique d'autres éléments. Donc là, on commence par le tout bas, hein, donc déjà, vous avez le support numéro 1 qui lui est présenté de façon globale. Maintenant, on commence à monter un petit peu en technologie, mais c'est super important de comprendre les bases, parce que quand on comprend les bases, on est plus censé résoudre les problèmes et on a une vision plus globale de l'informatique. Si vous ne travaillez pas le fondamentaux, c'est un peu dommage. Donc, il faut que l'ensemble de ces éléments soient pris en charge par des systèmes d'exploitation, quels qu'ils soient,
pour offrir les services d'un réseau étendu aux autres utilisateurs. Voilà, donc j'ai fini avec cette conclusion. Si ça vous a plu, vous faites comme d'hab, vous envoyez un petit pouce, vous likez, vous mettez abonnez, vous mettez la cloche, vous pouvez me laisser un petit message. Et voilà, et donc je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure. Au revoir à vous tous.